Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment d'actualité. Les nouvelles mesures pour l'emploi des seniors en France. Oui, suite au projet de loi adopté mi-octobre. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur des éléments d'un document de formation, formation par l'LDCIP, emploi des seniors. Un document assez précis, oui. L'idée, c'est de décortiquer ensemble le dispositif phare, le fameux contrat de valorisation de l'expérience. Le CVE, Mhm. Et puis de voir ce que ça change concrètement pour les demandeurs d'emploi plus âgés, les salariés, les boîtes. c'est crucial, surtout avec l'allongement des carrières et la réforme des retraites qui plane toujours un peu. Tout à fait. Alors, analysons ensemble ce nouveau paysage pour l'emploi des seniors. Qu'est-ce que ça nous dit? Absolument. Et pour commencer, il faut peut-être remettre ça en contexte. L'objectif, il est clair, hein, c'est d'essayer de faire remonter le taux d'emploi des 60-64 ans. Qui est bas, c'est ça. Très bas en France, on parle de 38,1%. C'est peu. Surtout que l'âge de la retraite, lui, il va passer à 64 ans d'ici 2027. Donc il y a un vrai décalage. D'accord, il faut trouver des solutions. Voilà, et ces mesures, elles sortent pas de nulle part. Elles s'appuient sur l'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui date de novembre 2024. Ah oui, l'ANI, négocié entre partenaires sociaux. C'est ça. Donc, il y a une base négociée, et la loi vient traduire ou compléter cet accord. C'est important de le noter. Donc, un contexte de réforme des retraites, une concertation via l'ANI. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce fameux CVE, contrat de valorisation de l'expérience, c'est quoi au juste? Qui ça concerne? Alors, le CVE, c'est un nouveau type de CDI, contrat à durée indéterminée, mais avec des règles un peu spéciales. D'accord. Il vise les demandeurs d'emploi qui ont au moins 60 ans. 60 ans minimum. Oui, mais attention, il y a une souplesse. Si un accord de branche le prévoit, ça peut descendre à 57 ans, pour tenir compte de spécificités de certains secteurs, quoi. D'après nos sources, ça fait un peu penser à ce qui existait avant, non? Le CDI senior. Certains font le rapprochement. Oui, oui, la comparaison est tout à fait pertinente. Le nom change, valorisation de l'expérience, et c'est plus positif, on va dire. C'est plus vendeur peut-être. Voilà. Mais le but, au fond, reste le même. Encourager l'embauche de seniors qui sont pas si loin de la retraite. Et le mécanisme clé, c'est quoi alors? Le point distinctif, c'est une info cruciale échangée dès le début. Quand on signe le CVE, le salarié doit dire à l'employeur « Voilà la date prévue où j'aurai ma retraite à taux plein ». Ah oui, dès l'embauche. Et ça a des conséquences sur la fin du contrat, c'est ça? C'est un peu ça qui fait débat, non? C'est exactement ça. C'est le point le plus discuté. Quand le salarié atteint cette date de retraite à taux plein et qu'il a aussi l'âge légal de départ, L'âge légal qui augmente, on le rappelle. oui, important, eh bien à ce moment-là, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat. La possibilité, pas l'obligation. Non, c'est une option pour lui. C'est une dérogation en fait au droit commun du licenciement en CDI. Une fin de contrat liée à l'éligibilité à la retraite. Et c'est présenté comment? Comme une mesure pérenne? Non, justement, c'est présenté comme une expérimentation. Ça va être testé pendant 5 ans, à partir de début 2025 normalement. 5 ans. D'accord. Pour voir si ça marche, si ça crée pas d'effet indésirable. C'est l'idée, oui. Évaluer l'impact réel avant de décider si on généralise ou pas. Intéressant. Et les entreprises, elles en pensent quoi? Les documents parlent d'un accueil assez bon. La NDRH, l'assaut des DRH, donnait un chiffre en novembre 2024. 77% de favorables. C'est beaucoup. Oui, c'est un chiffre élevé. Ça montre un certain engouement ou au moins un intérêt marqué? Et qu'est-ce qui explique ça? C'est juste cette facilité de sortie ou il y a une vraie adhésion à l'idée de valoriser l'expérience? Très bonne question. Les sources indiquent que oui, le patronat apprécie cette nouvelle porte de sortie, C'était une demande. plus prévisible que la mise à la retraite d'office à 70 ans, quoi. Exactement. La règle actuelle, c'est 70 ans pour la mise à la retraite d'office par l'employeur. Donc là, ça offre une autre voie, plus tôt. Prévisibilité, simplification, c'est souvent ça qui est mis en avant. Mais est-ce que c'est juste pragmatique ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de... C'est difficile à dire. Les deux motivations coexistent sans doute. Est-ce que ça va changer la culture sur la valeur de l'expérience ou c'est juste un outil RH pratique? Le nom « valorisation de l'expérience » est peut-être un peu... Un habillage?
Un habillage politique, oui. L'expérimentation nous dira peut-être ce qui motive vraiment les entreprises à utiliser le CVE. D'accord, donc on a le mécanisme, le contexte, mais concrètement, qu'est-ce qui pousse une entreprise à choisir ce contrat? Quels sont les avantages pour elle, au-delà de cette faculté de rupture? Le levier principal, il est financier, très incitatif. D'abord, il y a une exonération. Ah, les fameuses aides. Voilà. L'employeur qui signe un CVE, il est exonéré de la contribution patronale spécifique de 30%. Normalement, on paye ça sur l'indemnité de mise à la retraite. 30%, c'est pas rien. Et cette contribution, elle sert à quoi d'habitude? Elle finance des actions pour l'emploi des seniors, justement, ou des demandeurs d'emploi âgés. Donc, l'exonérer ici, c'est un signal fort. Même si c'est temporaire, apparemment. Oui, c'est limité dans le temps. 3 ans après la promulgation de la loi, c'est une incitation de départ. D'accord. Une économie directe sur le coût de fin de contrat. Mais est-ce que ce genre d'aide, ça marche vraiment pour lever les freins à l'embauche des seniors? On parle souvent des stéréotypes, du coût salarial perçu. Mais l'historique est mitigé, c'est vrai. Parfois, ça crée des effets d'aubaine, ça récompense des embauches qui auraient eu lieu de toute façon. Mhm. Mais ici, l'incitation est double en fait. Il n'y a pas que l'exonération de la contribution de 30%. Ah, il y a autre chose. Oui. Il y a aussi une exonération totale des cotisations sociales patronales et salariales sur l'indemnité de mise à la retraite elle-même, quand le salarié part via un CVE à taux plein. Ah oui, d'accord. Donc ça allège encore plus la facture pour l'entreprise. Nettement, si on cumule les deux exonérations, ça rend la sortie via le CVE bien moins chère qu'une mise à la retraite classique, qui de toute façon n'est possible qu'à 70 ans d'office ou qu'un autre mode de rupture. L'idée étant que ce gain compense les réticences à embaucher un senior. C'est ça, au moins en partie. D'accord, l'incitation financière est claire, mais les sources disent aussi que la loi ne fait pas que donner des carottes avec le CVE. Il y aurait aussi un renforcement des obligations négociées. Exactement. C'est l'autre volet. La loi met un peu plus la pression sur les branches professionnelles et sur les entreprises elles-mêmes. Pour qu'elles s'occupent du sujet des seniors. Oui, négocier plus souvent, de façon plus ciblée sur le maintien en emploi, les conditions de travail, la prévention de l'usure, la transmission des compétences, tout ça. Concrètement. Pour les entreprises de plus de 300 salariés, par exemple, il y a une nouvelle obligation de négocier tous les 3 ans, spécifiquement sur l'emploi et les conditions de travail des salariés expérimentés. C'est le terme qui est parfois utilisé. Salarié expérimenté, d'accord, donc une approche mix EA, des sous pour embaucher via le CVE, et une obligation de discuter pour ceux qui sont déjà là. C'est un peu ça, oui. Une stratégie carotte et bâton, comme vous disiez. L'équilibre sera intéressant à voir en pratique. Tout à fait, mais cette loi, elle ne touche pas que les entreprises et le CVE. Qu'est-ce qui change pour les parcours des gens, les salariés, les demandeurs d'emploi? Alors, il y a plusieurs autres choses à noter. Une mesure un peu technique, mais importante, l'assurance chômage. Oui. Pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois à France Travail, l'ex-Pôle emploi, ou qui n'ont pas eu de droit depuis longtemps, des primo-demandeurs, Mhm. l'accès est un peu assoupli. Il faudra avoir travaillé 5 mois sur les 24 derniers mois, au lieu de 6 actuellement. 5 mois au lieu de 6, un petit coup de pouce? C'est ça, pour ouvrir des droits un peu plus vite en début de recherche d'emploi. C'est modeste, mais ça peut aider. D'accord. Et puis, il y a un autre dispositif qui semble vraiment mis en avant, la retraite progressive. L'accès serait élargi. Ça va sûrement intéresser du monde. Ah oui, ça, c'est une évolution majeure. Ça vient aussi de l'ANI 2024, repris dans la loi. L'accès à la retraite progressive est maintenant possible dès 60 ans, pour tous les salariés du privé. Dès 60 ans. Rappelons un peu le principe. La retraite progressive, c'est quoi déjà? Alors, c'est un système qui permet, si on est d'accord avec son employeur, de réduire son temps de travail. Passer à temps partiel, par exemple, entre 40% et 80%. D'accord, on lève le pied. Exactement. Et en même temps, on commence à toucher une partie de sa retraite, de base et complémentaire, proportionnelle à la baisse du temps de travail. Ça permet d'aménager la fin de carrière, quoi. Tout à fait, on travaille moins, on a un revenu mixte, salaire plus pension partielle, et on continue de cotiser pour la retraite définitive sur le temps partiel. Jusqu'à maintenant, c'était possible seulement 2 ans avant l'âge légal. Ce qui limitait beaucoup son usage, j'imagine. Énormément. La formation cite le chiffre de 23 000 bénéficiaires seulement. C'était très peu. Donc passer à 60 ans, ça pourrait vraiment changer la donne. Mais il faut toujours l'accord de l'employeur, c'est ça. Les syndicats n'ont pas obtenu que ce soit un droit automatique. Non, l'accord de l'employeur reste nécessaire. C'est une nuance importante. L'employeur peut toujours refuser. Alors qu'est-ce qui change vraiment? Ce qui change, et c'est la nouveauté, c'est que si l'employeur refuse, il doit le faire par écrit et il doit motiver son refus. Ah, écrit et motivé. C'est ça. Fini le simple non-verbal sans explication. Il doit donner des raisons objectives.
liées à l'organisation du travail, à l'impossibilité d'aménager le poste, des choses comme ça. Et cette obligation de motiver, vous pensez que ça va vraiment peser ou ça risque d'être juste une formalité, l'employeur trouvera toujours une raison? C'est tout l'enjeu. Sur le papier, ça devrait quand même inciter l'employeur à regarder la demande sérieusement, à dialoguer. Mhm. Ça donne aussi une base au salarié s'il veut contester, même si c'est compliqué. Disons que ça renforce un peu la position du salarié. Mais ce n'est pas un droit absolu. C'est un équilibre. Très français comme équilibre. Voilà, typique du dialogue social à la française. D'accord, équilibre subtil. Passons à un autre point qui touche la gestion des carrières, l'entretien professionnel. Il bouge aussi, celui-là? Oui, en effet. L'entretien professionnel, ce rendez-vous obligatoire qui est différent de l'entretien annuel d'évaluation. Oui, celui qui sert à parler avenir, formation. C'est ça. Eh bien, celui qui était prévu spécifiquement vers 45 ans, l'entretien de mi-carrière, il est renforcé et il change de nom. On parle maintenant d'entretien de parcours professionnel. Entretien de parcours professionnel. Qu'est-ce que ça change concrètement? Il y a plusieurs ajustements. Déjà, la fréquence générale des entretiens pro passe de 2 à 4 ans. Moins souvent donc. Oui, mais cet entretien spécifique, autour de 45 ans, la loi dit milieu de carrière, sans âge précis, il devient plus costaud. C'est-à-dire? L'objectif est vraiment tourné vers l'avenir, par les perspectives d'évolution, mobilité, promo, reconversion, identifier les besoins de formation, mais aussi, et c'est nouveau et important, aborder explicitement l'adaptation du poste ou des missions. Si besoin. Si besoin, oui. Et aussi la prévention de l'usure professionnelle. C'est clairement inscrit. Les sources insistent bien, ce n'est pas une évalue du travail fait. C'est prospectif. D'accord, clarification importante. Et cet entretien, il a une saveur particulière quand on approche de la retraite. Oui, tout à fait. La loi le précise. L'entretien de parcours professionnel qui a lieu dans les 2 ans avant les 60 ans du salarié Oui. doit obligatoirement avoir un volet spécifique fin de carrière. Ah, d'accord. Et on y met quoi dans ce volet? 2 points essentiels. Primo, comment on assure le maintien dans l'emploi jusqu'à la retraite dans de bonnes conditions. On tient compte de la santé, des envies, des contraintes. Anticiper, quoi. Voilà. Et deuxièmement, on doit évoquer les possibilités d'aménagement spécifique de fin de carrière. La loi cite explicitement le temps partiel et la retraite progressive, dont on vient de parler. Donc, on est censé en parler avec le salarié, lui présenter les options. L'idée, c'est ça. Anticiper, planifier, accompagner la transition. Que ce soit plus structuré, plus individualisé. Pas juste subir la fin de carrière. D'accord. Donc, si on récapitule, on a ce nouveau CVE pour les 60+, avec des avantages pour l'employeur, mais aussi cette rupture possible liée à la retraite. C'est ça. On a un petit accès facilité à l'assurance chômage pour les nouveaux arrivants. Oui, un accès bien plus large à la retraite progressive dès 60 ans, avec cette obligation de motiver les refus. Mhm. Et puis cet entretien de parcours professionnel qui devient plus stratégique et qui doit aborder la fin de carrière de manière spécifique. C'est un bon résumé. C'est une sorte de boîte à outils RH et juridique qui essaie de s'adapter à des carrières plus longues et à ce besoin de garder les seniors actifs. Une tentative d'adaptation, oui. Voilà, une panoplie d'instruments. Ça touche l'entrée sur le marché pour les seniors, les conditions de travail en fin de carrière et les incitations ou obligations pour les entreprises. L'efficacité, ça dépendra de comment tout ça est utilisé sur le terrain. C'est sûr. Et pour terminer notre exploration, quelle réflexion vous pourrez proposer pour aller un peu plus loin? Qu'est-ce que tout ça soulève comme question de fond? Peut-être qu'il faut essayer de dépasser la simple lecture technique des dispositifs. Ce terme même, valorisation de l'expérience, pour le CVE, il est intéressant. Oui. Il pose une question plus large, je crois. Comment nos entreprises, notre société, peuvent passer d'une simple gestion du vieillissement, souvent vue comme un coût, un risque, non, à une vraie valorisation de l'expérience accumulée. Systématique, vous voulez dire? Oui, systématique. Comment faire pour que les compétences, la sagesse, le recul gagné au fil des ans soient vraiment vus comme un atout stratégique? Pas juste un slogan pour un contrat. Et pas seulement pour les seniors d'ailleurs. Exactement. Quelle transformation culturelle, managériale il faut pour créer un environnement où la transmission intergénérationnelle marche vraiment dans les deux sens, où la fin de carrière peut être riche, sereine, utile pour tout le monde? Comment faire pour que l'expérience soit vue comme une richesse, pas comme une charge, à l'approche de la retraite? Voilà, c'est ça la question de fond, je pense. C'est là le vrai défi. Bien au-delà des pourcentages d'exonération ou des âges d'accès. C'est un changement de regard, en fait. Une question essentielle, en effet. Transformer le regard sur l'expérience, un vaste chantier. Merci d'avoir suivi cette analyse des nouvelles mesures sur l'emploi des seniors.